Cette voiture était détestée des ingénieurs de la concurrence et adorée par tous ceux qui ont eu le privilège de la conduire. Plus rapide que les Ferrari de son époque, elle coûtait une fraction du prix. S'offrir cette voiture, c'était bien plus qu'un simple achat, c'était accéder à l'élite. Mais tandis que ses propriétaires savouraient le rugissement du moteur, les usines leur tendaient un piège qui les mènerait soit au triomphe, soit à la faillite. Pourquoi tous ceux qui ont acheté ce rêve italien se sont-ils retrouvés avec une épave rouillée 2 ans plus tard? Aujourd'hui, nous allons découvrir comment un design brillant est devenu la plus grande supercherie de l'histoire de l'industrie automobile. Fermez les yeux et projetez-vous dans l'ennui mortel d'un dimanche après-midi de l'automne 1973, dans une banlieue pavillonnaire française. L'air est lourd, gris, d'une tranquillité étouffante. Le long des trottoirs humides recouverts de feuilles mortes, le paysage automobile est un océan de rationalité bourgeoise. Vous y voyez de sages Peugeot 404 bleu marine et de placides Renault 16 beige. Ces voitures sont d'excellentes servantes. Elles ont passé le samedi matin à transporter des sacs de terreau, des plants de poireaux pour le potager ou les lourdes valises des enfants. Elles sentent le chien mouillé, le tabac froid et la résignation. Elles sont le triomphe absolu de la raison, le symbole parfait du bon père de famille qui a tout sacrifié sur l'autel du compromis et du haillon arrière. La rue dort du sommeil du juste. Mais soudain, cet équilibre d'une tristesse absolue est littéralement déchiré en deux. Un hurlement mécanique, métallique, aigu et profondément guttural fait vibrer les vitres des pavillons. Ce n'est pas le bruit d'un moteur, c'est le cri de guerre d'un prédateur. Au bout de la rue, une tache d'un rouge écarlate aveuglant déchire la grisaille ambiante. C'est une Alfa Romeo Giulia Sprint GT. Elle est basse, trapue, nerveuse. Elle ne glisse pas sur la route, elle la griffe. Le conducteur donne un double coup d'accélérateur, avec un talon-pointe maîtrisé, uniquement pour le plaisir obscène d'entendre son échappement résonner contre les murs de briques. Puis, il coupe le contact. La lourde portière claque. Derrière les façades bien alignées, une réaction en chaîne immédiate et venimeuse s'enclenche. Les rideaux en dentelle s'écartent discrètement, les regards convergent. Pourquoi l'apparition d'une simple machine italienne déclenchait-elle instantanément les murmures acides des concierges, une jalousie dévorante et une haine viscérale? Parce qu'à cette époque, signer un chèque pour une Alfa Romeo n'était pas un choix de transport, c'était un acte d'égoïsme pur, dur et revendiqué. Le propriétaire de cette machine refusait obstinément de participer à l'effort collectif. Il se moquait éperdument de savoir si un coffre pouvait engloutir un chariot de supermarché ou un lit d'enfant. Il méprisait le plancher plat, les sièges rabattables et la suspension molle. Pour lui, une voiture n'était pas une bête de somme destinée à trimballer de la progéniture. C'était un instrument de plaisir solitaire, une extension arrogante de sa propre identité. L'Alfa Romeo était la voiture de l'entrepreneur à succès, du séducteur tapageur ou du voyou mondain. Elle était l'équivalent mécanique d'un costume croisé en soie de Milan et de chaussures en cuir de crocodile, porté au beau milieu d'une foule en bleu de travail. Conduire cette voiture, c'était adresser un doigt d'honneur flamboyant au pragmatisme bourgeois des Trente Glorieuses. L'homme en Renault 16 lavait sa voiture le dimanche matin pour sa famille. L'homme en Alfa Romeo polissait la sienne le samedi soir avant de retrouver sa maîtresse. Avez-vous, dans votre rue ou dans votre village, ce souvenir d'une voiture qui appartenait à un voisin et qui rendait absolument tout le monde fou de jalousie? Quel était ce modèle intouchable qui faisait jaser les adultes et rêver les enfants? Racontez-nous l'histoire de la voiture scandale de votre quartier dans les commentaires. Mais cette morgue insupportable, ce mépris de classe affiché par les alfistes au feu rouge, n'était pas qu'une simple posture psychologique. Pour oser humilier la moralité française de l'époque avec autant d'insolence, la belle italienne ne se contentait pas d'une carrosserie agressive. Elle cachait sous son capot une arme de destruction massive, un joyau de haute technologie qui faisait instantanément passer les paisibles moteurs français pour de vulgaires pompes à eau. Et lorsque le capot s'ouvrait, ce n'était plus seulement l'orgueil du père de famille qui était écrasé.
C'était la fierté de toute une nation d'ingénieurs qui volait en éclats face à un scandale mécanique que personne n'avait osé anticiper. Le feu rouge des années 70 n'était pas une simple signalisation routière régulant le trafic. C'était un tribunal social. Une arène urbaine impitoyable où deux visions diamétralement opposées de l'existence s'observaient en silence à travers des vitres non teintées, séparées seulement par une ligne blanche peinte sur l'asphalte. D'un côté de cette ligne, vous aviez l'homme moderne, l'idéal citoyen tel que l'État, la morale et l'industrie française l'avaient méticuleusement façonné. Regardez-le, sanglé dans l'habitacle de sa Renault 16 beige ou de sa Peugeot 504. Son uniforme est celui du compromis. Un pantalon en velours côtelé dont les genoux se sont usés à force de plier, des chaussures de marche raisonnables, un pull en laine terne. Son dos est légèrement voûté, courbé par le poids invisible des responsabilités domestiques, de la traite du pavillon de banlieue et des réunions parents-professeurs. Ses deux mains enserrent fermement le fin volant en bakélite à 10h10. C'est la posture de la soumission absolue aux règles, la rigidité de l'homme qui a accepté son sort. Il est le pilier de la société des 30 Glorieuses. Mais pour devenir ce pilier intouchable, il a signé un pacte de capitulation intime d'une cruauté absolue. Il a sacrifié sa jeunesse, son individualité, sa fougue et sa part de virilité sur l'autel du confort familial et de l'utilitaire. Sa voiture n'est pas un destrier, c'est une extension de son salon et de son cabanon de jardin. L'habitacle de sa berline empeste la craie, le biscuit écrasé par les enfants sur la banquette, le chien humide, le tabac froid et la sécurité résignée. Ses suspensions molles, son plancher plat et son grand haillon ont été conçus par des ingénieurs soucieux d'anesthésier le conducteur, de gommer les aspérités de la route pour bercer la famille dans une douce léthargie et garantir la paix sociale. La voiture française de l'époque est la machine de l'abnégation totale. Et puis, de l'autre côté de la ligne blanche, le prédateur s'arrête. Le conducteur de l'Alfa Romeo Giulia. C'est l'antithèse vivante, l'insulte charnelle crachée au visage de la soumission bourgeoise. Observez son attitude. Il ne conduit jamais à deux mains. Sa main gauche repose négligemment, presque langoureusement, sur le bas du somptueux volant en bois véritable, signé Nardi. Sa main droite, elle, caresse en permanence le pommeau du levier de vitesse, les nerfs à vif, toujours prête à frapper la mécanique. Une cigarette se consume lentement au coin de ses lèvres. Une paire de lunettes de soleil de créateur masque son regard, même sous le ciel bas et gris de novembre. Son lourd blouson de cuir dégage une fragrance enivrante, un mélange toxique d'essence imbrûlée, d'huile de ricin, d'aftershave coûteux et de danger. Il incarne le vice, la réussite insolente, le refus catégorique et violent de vieillir. L'opposition n'était pas seulement humaine ou vestimentaire, elle était gravée dans le fer et l'acier, inscrite au fer rouge dans l'ADN même du métal. Les constructeurs français fabriquaient des véhicules en partant de l'arrière. Ils dessinaient d'abord un immense coffre pour engloutir les bagages, une vaste banquette arrière pour la progéniture, et ensuite, tout à l'avant, s'il restait un peu d'espace, ils aménageaient un poste de conduite clinique. Chez Alfa Romeo, dans les bureaux d'études de Milan, la philosophie était d'une arrogance foudroyante. L'ingénieur italien dessinait d'abord un moteur de course hurlant. Ensuite, il boulonnait un siège baquet juste derrière, orientait un tableau de bord face au pilote pour qu'il soit le maître absolu de la machine. Et enfin, par pure obligation légale pour homologuer le véhicule, il dessinait le reste de la carrosserie autour. Les places arrière d'un coupé Bertone italien étaient une blague cynique, un espace étriqué tout juste bon à jeter une veste de costume ou un sac de sport. Le coffre importait si peu qu'il était souvent dévoré par une roue de secours proéminente et un réservoir de carburant surdimensionné pour avaler les kilomètres sans s'arrêter. Cette machine n'était pas un véhicule de transport de troupes, c'était une maîtresse à 4 roues. Une maîtresse italienne exigeante, profondément capricieuse, qui demandait un entretien ruineux et une attention de chaque instant, mais qui, en retour, vous offrait des frissons charnels, des montées d'adrénaline qu'aucune épouse de tôle française ne pourrait jamais vous procurer.
Acheter une Alfa Romeo dans les années 70, c'était faire une déclaration de guerre publique à son voisinage. Ma vie m'appartient, mon propre plaisir passe bien avant votre confort moral, et pour être tout à fait franc, je vous méprise. Dans la rue, cette morgue instaurait un climat d'une violence psychologique insoutenable. Le conducteur de la Renault 16, en regardant le profil fuyant, râblé et agressif de l'italienne au feu rouge, sentait une boule acide se former dans son estomac. Une sensation foudroyante de dépossession. L'Alfa Giulia lui renvoyait, comme un miroir déformant, l'image brutale de tout ce qu'il n'avait jamais osé faire. Elle était le fantôme moqueur de ses propres ambitions sacrifiées. Chaque coup d'accélérateur, donné dans le vide par le pilote de l'Alfa pour faire chanter ses carburateurs, résonnait comme un coup de fouet cinglant sur l'ego du père de famille. Le grondement rauque et asymétrique de l'échappement transalpin couvrait et ridiculisait le râle asthmatique de la brave berline française. Le niveau de provocation dépassait le visuel pour devenir physiquement oppressant. La société bien pensante se sentait attaquée, mortellement menacée par ce concentré d'individualisme pur qui circulait librement, sans la moindre honte, dans ses propres rues. Pour se défendre, la rumeur publique s'organisait. Les langues se déliaient derrière les portillons. On murmurait avec complaisance que pour rouler dans un engin pareil, pour jeter l'argent par les fenêtres avec une telle indécence, il fallait obligatoirement avoir de l'argent sale, tromper sa femme allègrement ou flirter de très près avec le grand banditisme. La haine montait, se drapait dans des habits de vertu, mais elle n'était alimentée que par une jalousie pure, dévorante et inavouable. Mais la véritable tragédie pour l'homme en velours côtelé n'était pas de subir cette humiliation esthétique et psychologique à l'arrêt, sous le regard des passants. Le pire, le châtiment ultime, restait à venir. Car cette arrogance affichée, ce mépris de classe qui transpirait par chaque ouïe d'aération de la carrosserie rouge, n'était absolument pas une simple esbrouffe, un déguisement pour voyou de pacotille. Le pilote de l'Alfa Romeo ne bluffait pas. S'il se permettait de toiser le reste du trafic avec une telle certitude, de jeter son mégot par la fenêtre avec un sourire en coin, c'est parce qu'il savait pertinemment qu'il détenait entre ses mains gantées de cuir le pouvoir d'anéantir psychologiquement n'importe quel rival dès l'instant où la lumière basculerait au vert. Il ne s'apprêtait pas à gagner une banale course de rue. Il s'apprêtait à infliger une leçon de suprématie mécanique si écrasante, si brutale, qu'elle laisserait la berline française clouée sur place, son conducteur tétanisé, incapable de comprendre la violence foudroyante de l'accélération qui venait de lui arracher le cœur. Pour justifier une insolence d'une telle magnitude sur l'asphalte, l'Alfa Romeo ne pouvait pas se contenter d'un simple moteur. Elle dissimulait dans ses entrailles une pièce d'orfèvrerie mécanique que les ingénieurs de Boulogne-Billancourt ou de Sochaux considéraient, à l'époque, purement et simplement comme de la magie noire. Une technologie interdite, arrachée dans le sang et la sueur au circuit de Formule 1 et secrètement greffée dans une voiture vendue sur catalogue. Quelle était donc cette arme de destruction massive, cette sorcellerie d'aluminium forgé, capable de transformer une simple berline de route en un prédateur sanguinaire qui hurlait comme un damné au moindre effleurement de l'accélérateur? La réponse à cette humiliation insoutenable sur l'asphalte tient en un seul mot. Un murmure qui claque comme une injure aux oreilles des ingénieurs français de l'époque. Le Bialbero. Pour mesurer l'abîme technologique qui sépare l'Italie du reste de l'Europe dans les années 60 et 70, il faut soulever les lourds capots d'acier et regarder la vérité en face. Dans les entrailles d'une paisible Renault 16 ou d'une solide Peugeot 404, vous trouvez un bloc en fonte. Un morceau de métal lourd, rugueux, rustique. Une architecture dite culbutée, animée par un unique arbre à cames latéral et de longues tiges métalliques qui s'épuisent à actionner les soupapes. C'est la technologie du tracteur agricole, conçu pour la durabilité et l'économie, terrifié à l'idée de dépasser les 4000 tours par minute. Le moteur français de l'époque ne respire pas, il halète. Il fait le travail, docilement, sans la moindre once de panache. Traversez les Alpes, franchissez les portes de l'usine d'Arese à Milan, et la philosophie s'inverse avec la violence d'un séisme. Sous la direction d'Orazio Satapuliga, un ingénieur de génie qui considérait la mécanique comme une forme d'art sacré,
L'idée même de glisser un tel déchet métallurgique sous le capot d'une Alfa Romeo est passible de la cour martiale. L'Alfa Romeo Giulia dissimule sous sa tôle un joyau absolu de la course automobile, lâchement déguisé avec des plaques d'immatriculation. Le moteur Bialbero est entièrement coulé en alliage d'aluminium, un matériau hors de prix, complexe à usiner, jalousement réservé à l'aéronautique de pointe et aux écuries de Formule 1. Mais l'aluminium n'est que l'écrin. Le véritable braquage industriel se trouve dans la culasse. Le terme Bialbero signifie « double arbre à cames en tête ». Au sommet du moteur, 2 arbres rotatifs tournent à une vitesse vertigineuse, actionnant directement et sans intermédiaire les soupapes. L'un est dédié exclusivement à l'admission d'air frais, l'autre à l'expulsion des gaz brûlés. Dans l'Europe des années 70, offrir une telle architecture à une voiture de grande série est une hérésie économique totale. C'est une technologie de sorcier, d'une complexité affolante, que l'on ne trouvait alors que sur des pur-sang inaccessibles signés Ferrari ou Maserati. Grâce à ce double arbre, le moteur de la Giulia n'a plus de limite physique. Il respire à plein poumon, libéré des masses en mouvement qui entravent les moteurs français. Il est conçu pour aller chercher la puissance pure, haut, très haut dans les tours, là où l'oxygène s'embrase. Mais un athlète d'une telle trempe a besoin de poumons démesurés pour survivre. Sur le flanc droit du bloc en aluminium, les motoristes italiens ont refusé le compromis des petits carburateurs économiques. Ils ont boulonné 2 monstrueux carburateurs double corps à l'horizontale. Des Weber ou des Dell'Orto. De véritables trompettes d'aspiration béantes prêtes à engloutir l'atmosphère. Insérez la petite clé de contact. Le démarreur gémit une fraction de seconde, puis le métal prend vie dans un raclement guttural, crachant une odeur âcre d'essence imbrûlée. À l'arrêt, le ralenti est instable, capricieux. La bête vibre, transmettant des secousses directement dans les paumes du conducteur à travers la fine jante en bois du volant. Engagez la première, écrasez la pédale de droite. À 2000 tours, l'échappement émet un grondement sourd, profond et menaçant. C'est l'avertissement. À 4000 tours, la mécanique s'éclaircit. Les papillons des énormes carburateurs Weber s'ouvrent en grand. L'air est aspiré avec un bruit de succion féroce, un sifflement rauque qui envahit l'habitacle. Et passé la barre des 5000 tours par minute, la voiture n'accélère plus. Elle explose. Le son se mue en une symphonie lyrique, un hurlement strident, clair, perçant. C'est le cri d'un ténor italien en plein opéra. Une drogue auditive pure, dure, qui vous dresse les poils sur les bras et inonde votre cortex cérébral de dopamine. C'est de l'émotion liquide injectée directement dans les veines. Vous ne conduisez plus, vous dirigez un orchestre de feu et de métal. La domination de l'égoïste ne s'arrêtait d'ailleurs pas à ce vacarme enivrant. L'humiliation imposée par Alfa Romeo contaminait le moindre écrou du châssis. Pendant que le bourgeois français luttait avec une boîte de vitesse spongieuse à 4 rapports, priant pour ne pas faire craquer la pignonnerie, le pilote de l'Alfa jouissait d'une transmission à 5 vitesses d'une précision diabolique, pensée exclusivement pour maintenir le moteur dans sa zone de fureur. Pendant que les familiales européennes tentaient désespérément d'arrêter leur masse oscillante, avec d'antiques freins à tambour qui surchauffaient et s'évanouissaient lamentablement au premier freinage appuyé, la Giulia était livrée d'office avec 4 freins à disque mordants, capables de stopper la machine avec la brutalité d'un mur invisible. Sur le papier comme sur le bitume, le match n'avait absolument aucun sens. C'était un massacre technologique. L'Alfa Romeo était un scalpel chirurgical lâché au milieu d'un troupeau de moutons. L'arrogance du conducteur au feu rouge était le reflet exact de la supériorité de sa machine. Il avait acheté le frisson, la vitesse et l'arrogance, et la voiture lui rendait au centuple. Avez-vous déjà ressenti cette poussée d'adrénaline insensée, cette communion parfaite avec une machine qui semble vivante, vibrante, prête à vous dévorer si vous relâchez votre attention ? Quel est le moteur historique dont la sonorité métallique vous hante encore l'esprit ? Racontez-nous vos frissons mécaniques les plus inavouables dans les commentaires, car la passion pure est une chose rare.
Cette hégémonie écrasante semblait inébranlable. L'égoïste au volant de sa belle italienne riait au nez du monde, convaincu de son intouchable suprématie. Grisé par la symphonie de ses Weber, il se croyait le roi absolu de l'asphalte. Mais la passion exige invariablement un sacrifice de sang. Ce que le pilote de l'Alfa refusait de voir, aveuglé par l'ivresse de ses accélérations, c'est que les ingénieurs de Milan lui avaient fait signer, à son insu, un pacte avec le diable. Une fois le feu vert passé, une fois le hurlement du moteur éteint dans le secret des garages froids et humides, le vernis de cette perfection allait se fissurer avec une atrocité effrayante. La voiture de rêve dissimulait un cancer foudroyant, une maladie silencieuse et incurable qui allait non seulement ruiner financièrement ses propriétaires, mais transformer leur orgueil démesuré en une humiliation publique insupportable. Quel était ce mal invisible qui rongeait littéralement la légende de l'intérieur? Et comment les paisibles conducteurs de Renault allaient-ils savourer la vengeance la plus cruelle, la plus lente et la plus perverse de toute l'histoire de l'industrie automobile? Le silence qui s'abat, une fois la lourde porte du garage verrouillée, est étouffant. La symphonie du double arbre à cames en tête vient de s'éteindre. L'écho métallique des carburateurs s'est dissipé contre les murs de béton froid. Le spectacle est terminé. Le pilote retire ses gants de cuir et c'est à cet instant précis, dans l'intimité moite et sans témoin de son propre garage, que l'illusion de toute puissance vole en éclats. L'homme qui paradait avec une morgue insupportable au feu rouge se retrouve seul face à son bourreau. Car la passion, surtout lorsqu'elle est italienne et mécanique, exige invariablement un sacrifice de sang. L'égoïste s'apprête à payer sa dette, et la facture sera d'une cruauté absolue. Posséder une Alfa Romeo dans la France des années 70, c'était signer un pacte avec le diable. La voiture vous offrait l'ivresse, la gloire éphémère et les montées d'adrénaline, mais en échange, elle siphonnait votre compte en banque et broyait votre santé mentale avec un cynisme effroyable. Le premier châtiment était financier. Une mécanique issue de la course automobile exige des soins de Formule 1. Lorsque notre propriétaire arrogant, confronté au premier raté de son moteur, amenait sa monture chez le garagiste de province locale, la scène virait à la tragédie comique. Le mécanicien français, habitué à régler les pacifiques et rustiques blocs en fonte des Peugeot ou des Renault à l'oreille, avec une simple clé de 12, blêmissait de terreur en soulevant le capot de l'italienne. La synchronisation des deux monstrueux carburateurs double corps Weber ou Dell'Orto n'était pas de la mécanique. C'était de la magie noire, une science occulte d'une complexité affolante. Un demi-millimètre d'erreur sur une vis de richesse, un léger décalage dans la tringlerie, et la bête de course se transformait en un monstre asthmatique. Le moteur s'étouffait, toussait, noyait ses bougies d'allumage dans l'essence et refusait obstinément de démarrer les matins d'hiver. La belle italienne devenait un gouffre à facture. L'entretien régulier coûtait une fortune. Les pièces de rechange étaient hors de prix et mettaient des semaines à franchir les Alpes. Le playboy frimeur se retrouvait souvent contraint de prendre le bus, la rage au ventre, pendant que sa maîtresse mécanique attendait, démontée, sur un pont élévateur. Mais la ruine financière n'était que la partie émergée de la souffrance. Le véritable cancer, le fléau qui allait humilier publiquement les alfistes et provoquer le rire vengeur de toute la classe moyenne française, s'attaquait directement à la chair de la voiture. L'acier italien des années 70 cachait une maladie dégénérative foudroyante. L'industrie transalpine, poussée par des logiques économiques complexes et des accords géopolitiques obscurs, utilisait alors des tôles d'une qualité désastreuse. La légende noire, tenace et glaçante, raconte que pour honorer des contrats bilatéraux avec l'URSS après la construction de l'usine Lada à Togliatti, les Italiens recevaient en échange de l'acier soviétique de récupération, un acier impur, recyclé à la hâte, chargé de carbone et d'humidité. Pire encore, les bobines de tôle brute restaient parfois stockées à l'air libre sous la pluie corrosive et l'air salin des ports italiens avant même d'être embouties. Le résultat fut l'une des pires catastrophes de l'histoire industrielle mondiale. La rouille, une lèpre automobile d'une voracité terrifiante. Sur des modèles de cette époque, et tout particulièrement sur la tristement célèbre Alfa Sud, la décomposition ne prenait pas 10 ans, elle prenait 2 ans, parfois moins.
Le propriétaire voyait son chef-d'œuvre de design se dissoudre littéralement sous ses yeux. Dès le premier hiver, des cloques hideuses apparaissaient sous la magnifique peinture rouge Alpha. Puis, les bas de caisse se mettaient à gonfler et à s'effriter. Les passages de roues se perforent, laissant apparaître des trous béants. La carrosserie croustillait sous la simple pression du doigt. La baie de pare-brise se transformait en dentelle oxydée, laissant l'eau de pluie inonder l'habitacle. La voiture ne vieillissait pas, elle pourrissait sur pied. Elle se décomposait sur l'asphalte comme un cadavre mal embaumé. C'est ici que la vengeance du bon père de famille français s'exerça avec une froideur et un sadisme absolu. Le conducteur de la Placide Renault 16, celui qui s'était fait toiser, mépriser et humilier au feu rouge, observait désormais le désastre depuis la fenêtre de son pavillon. Le dimanche matin, il passait un simple coup d'éponge sur sa berline beige qui, bien qu'ennuyeuse, démarrait au quart de tour et conservait son intégrité structurelle. En face, sur l'allée voisine, l'égoïste tentait désespérément de camoufler les trous de rouille de sa Giulia avec du mastic, les mains noires de cambouis, ruinées et déchues. L'arrogance italienne s'effondrait en un tas de poussière brune balayée par le vent. Le pragmatisme bourgeois venait de remporter la victoire la plus écrasante, validant la philosophie de la voiture-outil face à la vanité de la voiture-passion. Avez-vous déjà vu une voiture fondre sous vos yeux, dévorée par la rouille en un temps record ? Avez-vous déjà vécu ce cauchemar intime de voir vos économies siphonnées par une mécanique capricieuse qui passait plus de temps au garage que sur la route ? Confessez-vous, racontez-nous l'histoire du véhicule qui a failli vous ruiner et vous rendre fou dans les commentaires. Mais si la tôle des Alfa Romeo se désintégrait avec une telle facilité déconcertante, ce n'était pas seulement la faute d'un mauvais traitement chimique ou d'un acier de qualité inférieure. La rouille qui dévorait les carrosseries n'était en réalité que le stigmate visible d'une maladie infiniment plus grave, plus systémique et plus destructrice. C'était l'entreprise tout entière qui était en train de pourrir de l'intérieur. Et la véritable cause de ce suicide qualitatif, le secret inavouable qui allait précipiter la chute inéluctable de l'un des empires les plus prestigieux de l'automobile mondiale, ne se trouvait pas dans l'alliage du métal. Ils se cachaient derrière les grilles barricadées de leurs propres usines italiennes, là où couvait une insurrection syndicale et sociale d'une violence telle qu'elle allait paralyser les chaînes de montage, saboter délibérément les voitures et forcer la marque de légende à s'agenouiller devant son pire ennemi historique. L'agonie ne fut pas silencieuse. Elle fut le résultat d'un cocktail explosif mêlant l'incompétence managériale, l'instabilité politique et une guerre sociale qui a littéralement mis l'Italie à feu et à sang. Dans les années 70, Alfa Romeo n'est plus une entreprise privée indépendante. Elle est devenue un bras armé de l'État italien, une propriété directe de l'IRI, l'Institut pour la reconstruction industrielle. Une marque de sport, de luxe et de sensations fortes, gérée par des fonctionnaires dont la priorité absolue n'était pas la perfection mécanique, mais le maintien de la paix sociale. Le résultat fut une aberration. L'usine d'Alfa Sud, située au sud, à Pomigliano d'Arco, avait été construite dans une région qui n'avait aucune culture industrielle, uniquement pour acheter la paix sociale dans le Mezzogiorno. Imaginez, on demandait à des ouvriers qui n'avaient jamais vu un moteur de leur vie de monter les voitures les plus techniquement exigeantes au monde. Ce fut un suicide productif. Le taux d'absentéisme battait des records mondiaux. Des rumeurs persistantes, que personne n'osait confirmer, parlaient d'ouvriers qui, en signe de protestation, laissaient délibérément tomber des boulons, des outils ou des déchets métalliques à l'intérieur des caissons de carrosserie avant de les souder. La voiture, une fois vendue, cliquetait, grinçait et finissait par se disloquer dans un concert de bruits métalliques inexpliqués. L'Alfa Romeo était devenue une bombe à retardement, sabotée de l'intérieur par une armée d'ouvriers désabusés qui ne voyaient en ces véhicules que le symbole de leur propre exploitation. Le climat est devenu insurrectionnel. Les usines étaient occupées en permanence. Les lignes de production tournaient à un rythme de sénateurs, pendant que les syndicats et la direction s'entre-déchiraient dans des négociations éternelles. La qualité n'était plus une priorité, c'était une option qui disparaissait entre deux grèves.
Le Cuore Sportivo battait au ralenti, étouffé par la bureaucratie d'État. Pour sauver les meubles, le gouvernement italien a fait appel à l'homme de la situation, le géant Fiat. Mais ce n'était pas un sauvetage, c'était une annexion déguisée. En 1986, le couperet tombe, Alfa Romeo est racheté par son ennemi juré, le groupe Fiat. Le public des puristes, ceux qui avaient misé leur vie et leur fortune sur la marque au serpent, attendaient un miracle, une renaissance. Au lieu de cela, ils ont assisté à une liquidation morale d'une violence inouïe. La direction de Fiat n'avait aucune intention de laisser Alfa Romeo briller de ses propres feux. Le dogme était clair. Alfa Romeo ne devait jamais, sous aucun prétexte, devenir une menace pour la supériorité de Fiat ou de Lancia. Le processus de démolition fut chirurgical. Les ingénieurs milanais furent dépouillés de leur autonomie. Toutes les plateformes spécifiques, toutes les motorisations Bialbero qui faisaient le sel de la marque furent progressivement arrêtées. Fiat a commencé à pratiquer le badge engineering avec une vulgarité écœurante. Ils ont pris des plateformes de voitures populaires, utilitaires, banales et y ont simplement collé le logo Alfa Romeo, changeant la couleur du tableau de bord et bombant le capot. C'est là que l'Alfa Romeo 164 est arrivée. Certes, elle était fiable. Certes, elle ne rouillait plus comme une épave de vieux cargo. Mais en perdant son âme italienne, en devenant un produit standardisé, interchangeable, elle a cessé d'être une Alfa Romeo. Elle est devenue un produit Fiat avec un écusson de luxe. L'égoïste qui achetait une Alfa pour se distinguer a réalisé qu'il roulait désormais dans une voiture conçue par le même groupe qui fabriquait les pandas des étudiants. La marque, autrefois associée aux bandits et aux aristocrates, a glissé lentement vers l'anonymat d'une gamme généraliste. Pourquoi cette transition a-t-elle été si totale? Pourquoi les propriétaires ont-ils accepté ce déclassement sans broncher, alors que 20 ans plus tôt, ils auraient incendié l'usine pour moins que ça? La réponse est terrifiante. Les dirigeants de Fiat avaient compris une chose que la direction d'Alfa Romeo avait toujours ignorée. Le passionné est un client captif, mais le consommateur est un mouton qui veut la tranquillité. En tuant la maîtresse à 4 roues pour la remplacer par une épouse docile et sans histoire, ils ont tué l'esprit rebelle. La marque a survécu, mais elle est devenue une marque de zombies. Une marque qui survit par son nom, mais dont le moteur ne fait plus vibrer les vitres des maisons, dont le design ne fait plus tourner les têtes, et dont le conducteur n'est plus qu'un anonyme parmi la masse. Le choc est brutal. Le rêve italien, celui qui osait braver les conventions et les lois de la finance, s'est retrouvé domestiqué par la rationalité de la masse. L'Alfa Romeo est devenue une voiture comme une autre, une voiture que l'on achète par raison, par leasing ou par manque de choix, et non plus pour le frisson de la transgression. Dites-moi en commentaire, pensez-vous qu'Alfa Romeo puisse encore un jour redevenir la marque de l'égoïste, celle qui provoque des envies meurtrières chez les voisins? Ou est-ce que le règne de l'ingénierie émotionnelle est irrémédiablement terminé? Existe-t-il encore, dans la production mondiale actuelle, un seul constructeur qui ose prendre le risque de construire une voiture qui ne cherche pas à plaire à tout le monde? Mais alors que la marque milanaise agonisait sous la tutelle de son ennemi, pendant que les derniers moteurs Bialbero finissaient leur vie dans un sifflement de mort, une question brûle les lèvres de tous les historiens automobiles. Est-ce que cette chute était le résultat d'une incompétence fatale, ou était-ce le prix à payer pour qu'une toute autre révolution, plus discrète mais infiniment plus durable, puisse enfin voir le jour? Une révolution qui allait effacer la notion même de vitesse au profit d'une obsession nouvelle, le confort absolu, la modularité, le salon roulant. La montée en puissance du monospace n'était pas une simple évolution commerciale. C'était une attaque en règle contre la domination de la route, une trahison industrielle qui allait mener à la création d'un véhicule si audacieux qu'il allait être refusé par la terre entière avant de conquérir le monde, tout en provoquant une guerre civile sans précédent dans les usines françaises. Quel était donc ce projet fou, ce fameux P16 que Peugeot a rejeté avec un mépris total et qui a failli coûter la vie à Renault? Regardez bien les ventes aux enchères de collection les plus prestigieuses, de Pebble Beach à Rétromobile. Vous y verrez une aberration statistique qui défie toutes les théories économiques du marketing automobile.
Les berlines Renault 16, autrefois symbole de la modernité triomphante, les outils pratiques de la classe moyenne, finissent presque toutes à la casse, oubliées, ignorées, dévorées par la rouille et le désintérêt. Elles ont fait leur temps, elles ont rempli leur mission, elles étaient des objets de raison, et la raison, une fois sa fonction accomplie, ne laisse aucune trace dans la mémoire affective. À côté d'elles, les Alfa Romeo des années 70, ces maîtresses capricieuses, ces épaves rouillées que l'on disait impossibles à maintenir en vie, s'arrachent à des prix indécents. Elles sont vénérées. Pourquoi ? Parce que la raison est une gestionnaire de stock, mais la passion est une architecture de l'âme. Nous avons pardonné à Alfa Romeo ses fuites d'huile, ses carburateurs récalcitrants, ses tôles soviétiques qui fondaient sous la pluie et sa faillite technique humiliante. Nous les avons pardonnés parce qu'au volant, pour quelques minutes, pour quelques virages, pour quelques hurlements de moteur à 7000 tours, elles nous ont fait croire que nous étions des héros. La leçon est d'une cruauté absolue. Dans le cœur des hommes, l'excellence de la praticité est toujours écrasée par la puissance de l'émotion. Nous avons sciemment, mécaniquement, industrialisé la mort du plaisir. Nous avons troqué les moteurs qui chantent contre des logiciels qui gèrent, les boîtes de vitesse manuelles contre des automates sans vie, et les lignes dessinées par des sculpteurs contre des carrosseries soufflées par des algorithmes d'aérodynamisme. Nous avons réussi le tour de force technologique de rendre l'automobile totalement infaillible, silencieuse, sécurisée, connectée et mortellement ennuyeuse. Nous sommes devenus les passagers de nos propres machines, assistés par une armée de capteurs qui nous empêchent de commettre la moindre erreur de pilotage, nous privant ainsi du seul droit qui justifiait l'existence de l'automobile, celui de se tromper, de corriger, de sentir le transfert de masse, de vivre une trajectoire. L'industrie automobile mondiale est aujourd'hui une vaste salle d'attente aseptisée. Les constructeurs se livrent une guerre sans merci pour savoir qui produira l'interface tactile la plus ergonomique ou le SUV le plus sobre, pendant que la flamme, le cuore sportivo, le frisson mécanique qui transformait un simple déplacement en une expérience mystique est en train d'être étouffé sous les nouvelles normes environnementales. Le paradoxe est total. Nous n'avons jamais eu autant de puissance sous le capot, et pourtant, nous n'avons jamais été aussi loin de la sensation de vitesse. Nous avons créé des monstres de 2 tonnes, capables d'abattre le 0 à 100 en un battement de cils, mais qui se conduisent comme des jeux vidéo dénués de tout retour d'informations tactiles. Dites-moi en commentaire, si vous aviez le choix, demain matin, de sortir pour un long trajet, choisiriez-vous la fiabilité froide et ennuyeuse de l'automobile moderne ou seriez-vous prêt à tenter l'aventure, à risquer la panne et à accepter le coût financier démentiel juste pour retrouver cette connexion organique avec une machine qui possède une âme ? Quel est le véhicule qui, selon vous, possède encore cette étincelle de noblesse que l'industrie s'acharne à éteindre? Ou pensez-vous que cette nostalgie n'est qu'une erreur de jugement romantique sur une époque qui était, en réalité, beaucoup plus dangereuse que nous ne le prétendons? La domination de l'Alfa Romeo était une arrogance nécessaire. Un rappel que l'automobile est, par essence, une affaire de désir avant d'être une affaire de logistique. Mais derrière cette querelle entre la puissance italienne et le pragmatisme français, il existe un scandale bien plus profond, une réalité encore plus sombre que l'industrie a tenté d'enterrer dans les archives confidentielles de ses crash tests. Alors que les clients se battaient pour acheter ces machines de rêve, des ingénieurs chez un géant américain venaient de découvrir un défaut de conception catastrophique sur leur modèle phare. Au lieu de rappeler les véhicules, les dirigeants ont lancé un calcul mathématique d'une atrocité inouïe, pesant le coût d'une modification de sécurité face à la valeur statistique d'une vie humaine. Le dossier était prêt, les preuves étaient accablantes, et le silence de la direction de Ford était sur le point de transformer la berline familiale la plus populaire d'Amérique en une bombe incendiaire prête à exploser au moindre choc arrière. Comment cette décision, prise dans le secret des bureaux, a-t-elle déclenché l'un des procès les plus retentissants du siècle, forçant le monde entier à réaliser que pour les constructeurs automobiles, votre sécurité ne vaut parfois pas plus que le prix d'un simple loquet en plastique ?